encore à tous d'être présents ce soir pour partager avec moi cette expérience sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée à travers essentiellement deux cas cliniques. Donc, à travers ces cas cliniques, on va réviser un peu certaines maladies tropicales négligées qui ont des manifestations cutanées. Donc, avant de commencer, je vais d'abord faire une petite introduction pour parler, pour vous dire c'est quoi en fait on entend par maladie tropicale négligée. Donc, selon l'OMS, c'est un groupe hétérogène de maladies infectieuses. C'est vrai que c'est dit ici infectieuse, mais ce n'est pas seulement infectieuse, parce que il y a des maladies tropicales négligées qui n'ont pas une origine infectieuse, notamment les morsures de serpents. Ça fait partie des maladies tropicales, mais ce n'est pas des causes infectieuses. Mais selon l'OMS, c'est un groupe hétérogène de maladies infectieuses qui sont dues à des agents pathogènes, notamment qui peuvent être des virus, des bactéries, des champignons et même des toxines qui sévissent en milieu tropical. Donc, qui parle de tropical parle bien sûr du climat et de l'environnement, et surtout en milieu pauvre. Et ce qui fait que ces maladies-là, on les appelle négligées, c'est que ces maladies-là ne sont pas prises en compte suffisamment par les politiques de santé, à l'instar des trois maladies stars qui sont le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc, comme je le disais, ces maladies tropicales négligées-là affectent les populations dans les zones rurales et les populations pauvres. Donc, elles sont à l'origine d'handicaps, vraiment de beaucoup de morbidité, qui sont à l'origine de stigmatisation très importante. Et bien sûr, ça va entraîner ce qu'on appelle une perte de productivité et ça maintient ces populations-là dans la pauvreté. Donc, ce sont les maladies avec, bien qu'il y ait un impact sur la santé, ce sont des maladies qui ont également un impact au niveau de la qualité de vie et au niveau de la pauvreté, de la richesse. Donc, ces maladies-là, au niveau de l'OMS, l'OMS a mis à jour récemment et on est passé de 20 à 21. C'est une dernière maladie qui a été ajoutée qui est le Noma. Donc, nous avons au total 21 maladies tropicales négligées selon l'OMS. Et parmi ces 21 maladies tropicales négligées, nous avons 12 qui sont à manifestation cutanée. Alors, qu'est-ce qu'on attend par manifestation cutanée? Manifestation cutanée, c'est un sous-groupe de maladies tropicales négligées qui présentent des manifestations cutanées soit comme le principal symptôme, soit comme une caractéristique clinique associée qui permettra de faire le diagnostic de ces maladies-là. Donc, j'ai mis ici une petite liste de maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Donc, vous voyez, vous avez la filaire lymphatique, la leishmaniose cutanée, vous avez la dracunculose, l'onchocercose, le mycétome. Toutes ces pathologies que vous voyez, ce sont des maladies tropicales négligées qui ont des manifestations cutanées. Donc, atteinte cutanée, soit comme signe associé, soit comme signe qui est à l'origine de la manifestation principale. Donc, on va aller directement sur le cas clinique. Donc, suivez bien. C'est à la fin du cas clinique qu'il y aura des questions. Donc, il s'agit d'un monsieur de 40 ans qui travaille dans les mines artisanales, qui est connu séropositif au VIH1, mais qui n'est pas bien suivi, si vous voulez. Il habite dans des zones reculées. Il est marié, il est père de 3 enfants. Donc, il a consulté pour des lésions qui apparaissent sur le corps et qui évoluent depuis plusieurs mois avec une altération progressive de l'état général. Donc, ce patient-là, quand on l'a examiné, on a retrouvé au niveau de l'état général était plus ou moins conservé, mais il y avait une notion d'amaigrissement et d'asthénie. Il n'y avait pas de particularité au niveau de ces constantes et il n'y avait pas de fièvre. Donc, à l'examen physique, quand on a examiné le malade, voilà ce qu'on retrouve comme lésion qu'il a sur la peau. Donc, vous voyez, euh, excusez-moi, je vais mettre le pointeur, voilà. Donc, déjà sur le tronc, il avait des lésions papuleuses hyperpigmentées, des lésions nodulaires qui étaient disséminées sur le tégument. Et ces lésions-là étaient indolores, ça ne faisait pas mal. Au niveau de la muqueuse buccale, de la bouche, d'abord sur les lèvres, il avait ces lésions-là que vous voyez, ce sont des lésions érosives qui saignaient par endroits. Et ces lésions érosives-là étaient associées à des lésions papuleuses et nodulaires également, ce que vous voyez au niveau des lèvres. Ces lésions-là figuraient également sur le menton. Vous voyez ça un peu en bas ici. Voilà. Et vous avez aussi une atteinte de la langue. Donc, ces symptômes que ce patient-là présentait, il présentait ces symptômes-là depuis plusieurs mois et les lésions ne faisaient que s'aggraver avec bien sûr un amaigrissement et une asthénie. Donc, quand on l'a examiné, on a retrouvé également des adénopathies qu'il avait au niveau axillaire, au niveau inguinal. Il avait une rhinorrhée, une dysphonie
la voix est un peu rauque. Donc, au niveau de l'examen abdominal, on a retrouvé une rate qui était palpable, qui n'est pas normale. Mais le reste de l'examen, de façon globale, était sans particularité. Donc, ce qu'on retenait chez ce patient-là, ce sont ces lésions-là que vous voyez, avec une grosse rate et des adénopathies inguinales. Alors, on a réalisé un bilan, une NFS, une élimination formule sanguine, des transaminases, la créatinine, la CRP, et une SRV qui est revenue positive. Bien sûr, je vous avais dit qu'il était immunodéprimé au VIH1. Et on a retrouvé, au niveau des autres bilans, il n'y avait pas vraiment de particularité. Bien sûr, ce que j'ai énuméré ici. Alors, devant ces lésions et ce bilan-là, quelles sont les hypothèses diagnostiques qu'on peut évoquer devant un patient qui présente de telles lésions? Donc, je vous ai mis ici six pathologies, hein. On peut aller à plus, mais là, je vous ai mis six pathologies. Et ce sont des pathologies auxquelles les gens, ceux qui connaissent, vont évoquer et ceux qui ne connaissent pas vont évoquer. Donc, je vais leur demander de me dire à peu près devant ces lésions-là, ils pensent à quelle pathologie. Donc, peut-être 5 minutes. Merci. D'accord, docteur. Alors, selon vous, quelle est l'hypothèse diagnostique? D'accord. Merci, docteur Zagat. Vous pouvez directement réagir dans la discussion, hein. Ok. Merci, docteur Touré, pour votre réponse. Donc, docteur, pour le moment, nous avons 3 C, c'est-à-dire la syphilis secondaire et une réponse allant vers la réponse D. D'accord. OK. Donc, La réponse majoritaire va vers la syphilis secondaire. la syphilis secondaire. D'accord. Oui. Donc, la réponse, c'est certains ont évoqué la lèpre. Personne n'a Oh évoqué la non, lèpre. Personne n'a personne. évoqué une Beaucoup. réaction lépreuse. Non, père. Docteur Jennifer qui a eu à évoquer la lèpre. Personne n'a évoqué la réponse A, hein. Non, personne. Pourtant, dans le milieu communautaire, bon, Mais dans le milieu beaucoup avaient- communautaire, beaucoup diront que c'est un sortilège. oui. D'accord. Il y a encore d'autres réponses où on va continuer. Non, en gros, nous avons beaucoup plus, la réponse majoritaire va vers la syphilis secondaire, D'accord. après les chimanioses, puis la Et la lèpre. lèpre. D'accord. Donc, les gens pensent beaucoup plus à une syphilis secondaire. D'accord. Donc, allez, on va discuter un peu ces différentes pathologies-là pour voir c'est laquelle des pathologies que nous allons. euh, voilà. Donc, on va parler déjà de la réponse A, le sortilège. J'ai mis ça ici, bien sûr, parce que il faut tenir compte de ça, parce que même si vous n'évoquez pas ça, le patient va évoquer ça. Donc, c'est le point de vue de beaucoup de communautés en Afrique. Voilà. Et c'est vraiment ancré dans nos cultures. Donc, on parle souvent de sorcellerie, de mauvais sorts, de sanctions divines. Donc, les gens vont toujours vous parler de ça, ou l'accompagnant des patients vous parlera de ce type de trucs-là. Mais bon, on retient que, bon, ici, on ne parlera pas de sortilège pour le moment. Donc, on va parler de l'histoplasmose africaine. Peut-être que les gens n'ont pas évoqué l'histoplasmose africaine, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi l'histoplasmose africaine. Donc, on va parler un peu de ça ici. Alors, l'histoplasmose africaine est une maladie tropicale négligée, hein, qui est classée parmi ce qu'on appelle les mycoses profondes. Donc, elle est assez, bon, disons, elle est relativement rare et elle survient chez les patients qui font de l'élevage, les patients qui travaillent dans les mines artisanales, les agriculteurs. Voilà, ce sont ce type de patients-là, généralement, qui sont exposés à l'histoplasmose africaine. Et la contamination se fait à travers la peau, elle peut être aérienne, elle peut être digestive, mais le mode de contamination n'est pas réellement maîtrisé. Et c'est une maladie qui a une co-infection très fréquente avec le VIH. Donc, la culture de cette pathologie-là ne se fait pas parce qu'elle est dangereuse. Euh, Elle peut être utilisée comme, disons, arme biologique, si vous voulez. Donc, on ne fait pas la culture. Ça se fait dans certains laboratoires qui doivent avoir un certain niveau. Donc,
qu'est-ce qui se passe en cas d'histoplasmose africaine? Nous avons ces lésions-là. Alors, sur la peau, il y a atteinte des ganglions et des os également. Vous avez ce qu'on appelle des gommes. Des- Ça, comme un gros bouton qui est un peu dur, vous voyez. Ça va se ramollir et devenir un peu mou et après, ça va fistuliser. Et vous avez un liquide, souvent qui a une couleur qui tire vers le chocolat, qui va s'écouler de ces lésions-là et qui va s'expliquer que vous voyez à des ulcérations. Vous avez de grosses adénopathies. Donc, l'histoplasmose se manifeste par ce type de lésion-là. Donc, ici, je vous ai mis une image d'un patient qui souffrait d'histoplasmose africaine, chez qui vous avez vu, il y a un amaigrissement très important, une cachexie. Et vous voyez, à ce niveau-là, il y a un gros nodule ici qui va suppurer avec le temps. Donc, un amaigrissement très important et sans prise en charge, bien sûr, c'est une maladie qui conduit vers la mort. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'histoplasmose africaine. Donc, après, on va comparer avec notre patient. Est-ce que ce sont les mêmes signes que notre patient présente? On verra à la fin. Alors, on va passer à la syphilis secondaire que tout le monde a, beaucoup de gens ont évoqué. Alors, la syphilis secondaire, c'est dû bien sûr à une bactérie, c'est le Treponema pallidum, c'est la même bactérie qui est à l'origine de la syphilis primaire. Et c'est une syphilis qui apparaît 1 à 6 mois après que vous ayez eu le chancre syphilitique. Pour ceux qui ont suivi ma présentation sur les IST, j'avais parlé à son temps de la syphilis primitive, là où je vous avais parlé du chancre syphilitique. Alors, lorsque ce chancre-là, il guérit, et même s'il n'est pas en train de guérir, on peut passer à la syphilis secondaire suite à une dissémination systémique. C'est-à-dire le treponema, là, il se retrouve dans la circulation sanguine et il donne ce qu'on appelle la syphilis secondaire. Alors, la syphilis secondaire se manifeste comment? Les lésions de la syphilis secondaire sont très variées. C'est pour ça la syphilis, même de façon générale, on l'appelle la grande simulatrice parce elle peut donner lieu à toutes les lésions possibles. Mais de façon pratique et commune, ce qu'on a l'habitude de voir, vous avez ce qu'on appelle l'apparition d'abord de macules rouges, c'est des taches rouges qui vont apparaître, qu'on appelle la l'aréole syphilitique. Et après ça, ça va évoluer pour donner ce qu'on appelle les syphilides. Alors, les syphilides, là, ce sont ce type de lésions que vous voyez chez cette dame-là. Donc, ça fait des petites lésions avec une collerette souvent aux alentours. Et ça affecte le tronc, les paumes, les plantes. Généralement, ça ne gratte pas. Et il y a une dépilation de la queue des sourcils. Quand vous prenez les sourcils, au niveau de la queue des sourcils, vous avez une perte de poils à ce niveau-là. Et au niveau des cheveux aussi, vous avez une alopécie. Donc, ce sont les manifestations les plus fréquentes de la syphilis secondaire, mais comme je l'ai dit, la syphilis secondaire peut prendre toutes les formes possibles. Donc, effectivement, chez notre patient-là, il faut évoquer fortement une syphilis secondaire. Alors, nous allons passer à ce qu'on appelle la leishmaniose. Je pense qu'il y a quelques patients qui ont évoqué la leishmaniose. Alors, c'est quoi la leishmaniose? La leishmaniose, euh, c'est une parasitose à tropisme cutané qui est due en fait à une invasion de leishmanie. Ce sont des parasites qu'on appelle les leishmanies. Et c'est un petit insecte du nom du phlébotome, voilà, qui est à l'origine en fait de cette invasion de leishmanie-là. Et cet insecte-là, il est très petit. Il est très petit. On dit qu'il est morphologiquement proche du moustique. Et il a une particularité. C'est un insecte qui arrive à passer à travers les mailles de la moustiquaire. Vous voyez, quand vous prenez les mailles des moustiquaires, l'anophèle, par exemple, n'arrive pas à passer, mais le phlébotome est tellement petit que même à travers la moustiquaire, il passe. C'est-à-dire qu'une moustiquaire simple ne vous protège pas des phlébotomes. Mais si vous avez une moustiquaire imprégnée, ça peut être jouer le rôle de répulsif et éloigner à ce moment-là le phlébotome. Et le phlébotome, c'est un insecte qui est fréquent au niveau des zones un peu boisées, si vous voulez. Et on a remarqué des petites épidémies lors des lotissements. Quand on fait une forte déforestation, on a des petites épidémies de leishmaniose. Leishmaniose, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes. Donc, ici, j'ai résumé à 3 formes. Il y a ce qu'on appelle la leishmaniose cutanée, qui se limite uniquement à la peau. Là, la leishmaniose cutanéo-muqueuse qui touche la peau et qui touche également les muqueuses. Et vous avez la forme viscérale, appelée encore calazar, qui attaque les viscères, qui dit viscères, parle de tous les organes internes. C'est les os, le foie, la rate, ça peut tout attaquer, ce qu'on appelle la forme viscérale. Et c'est cette forme-là qui est, disons, mortelle.
Alors, la forme cutanée en elle-même, elle n'est pas mortelle. La forme cutanée muqueuse, elle peut être mortelle dans certaines situations. Donc, cette image que je vous ai placée à droite, c'est une jeune fille, en fait, qui souffre d'une leishmaniose cutanée. Alors, en fonction du type de leishmaniose, vous avez, disons, le type de parasite qui a l'origine aussi. Donc, il y a des parasites que nous retrouvons en Afrique. Il y a d'autres parasites que nous retrouvons, par exemple, en Amérique ou ailleurs. Voilà. Donc, la leishmaniose cutanée se manifeste par ces formes-là. Donc, si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a des nodules cutanés. Vous avez comme des boules qui vont apparaître et ces nodules cutanés-là vont s'ulcérer au fur et à mesure. Donc, ça va devenir une plaie et ça va s'étendre au fur et à mesure. Et la guérison, elle laisse toujours une cicatrice indélébile. Et comme je dis, l'un des facteurs très importants, c'est que les ulcérations sont indolores. Mais dans le contexte africain, j'ai toujours dit, il faut toujours faire attention. C'est vrai qu'on dit les lésions de l'Espagnol sont indolores, mais dans le contexte africain, on a toujours tendance, comme on pense que c'est un sortilège ou autre chose, à appliquer certaines thérapies dessus, donc notamment des décoctions, de la poudre noire, voilà, certaines choses qui ne sont pas forcément propres, qui sont à l'origine de surinfection de ces lésions-là. Alors, quand ça se surinfecte, ça va commencer à donner des douleurs. Et à ce moment, quand le patient viendra vous voir, il dira, bon, j'ai cette lésion-là et elle fait très mal. Donc, si vous mettez en tête que on vous a appris à l'école que la leishmaniose ne fait pas mal, vous pouvez vous tromper au niveau du diagnostic. Donc, vous voyez, ces lésions-là, ce sont des lésions typiques de leishmaniose hein, que nous voyons ici. Alors, une autre forme disons, de leishmaniose, c'est la leishmaniose que vous voyez là. Et c'est une forme qui peut tromper également. Donc, ça aussi, ce sont des lésions de leishmaniose. Quand vous voyez ces lésions-là qui sont disséminées sur un placard que vous voyez. Et au niveau du cou, je pense, de la personne, on a retrouvé en fait cette petite lésion-là qui fait vraiment leishmaniose. Donc, à ce stade, quand on regarde, pas grand-chose de commun avec, disons, notre patient. Alors, la leishmaniose a une autre forme qu'on appelle la leishmaniose pseudo-lépromateuse. Pseudo-lépromateuse parce que c'est une forme qui ressemble beaucoup à la lèpre. Donc, c'est une forme qui est rare et c'est une forme de leishmaniose cutanée dite diffuse. Voilà, elle touche la peau, mais elle prend pratiquement toute la peau. Et la particularité, c'est que souvent, les nodules ne sont pas ulcérés. Contrairement à ce qu'on a vu ici, vous allez voir qu'il y a des plaies. Et alors, cette version-là de leishmaniose, là, souvent, il n'y a pas de plaies, c'est juste des nodules. Et c'est très typique chez les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire les patients qui souffrent de VIH, qui ont subi des greffes, le diabète ou qui sont sous traitement immunodépresseur ou immunosuppresseur, par exemple. Donc, cette forme aussi, elle est très, très, très contagieuse parce qu'il y a une forte charge parasitaire. Alors, la forme cutanéo-muqueuse que nous voyons également chez les personnes immunodéprimées, donc elles entraînent, c'est comme un parasite qui détruit complètement la peau, qui mange la chair, si vous voulez. Donc, ça donne cet aspect que vous voyez là, et c'est une leishmaniose cutanéo-muqueuse qui se retrouve également chez les patients immunodéprimés. Voilà. Alors, on a aussi la leishmaniose viscérale. La leishmaniose viscérale, typiquement, elle n'existe pas disons, en Afrique, voire en Afrique de l'Ouest. Mais il y a des situations ou des cas où on a pensé, on a évoqué fortement de la leishmaniose viscérale. Donc, c'est possible. Avec surtout le changement climatique, c'est possible. Alors, maintenant, on va passer à la maladie, la lèpre, encore appelée la maladie de Hansen. Alors, la maladie de Hansen, c'est une maladie infectieuse qui est chronique. C'est bon, c'est une maladie chronique, mais elle est curable. Souvent, on dit une maladie chronique, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir, mais c'est une maladie chronique avec une révélation tardive, mais c'est une maladie qui est curable. Alors, c'est une maladie qui est très débilitante. Elle affecte surtout la peau et les nerfs. Mais tous les autres viscères peuvent être atteints. C'est-à-dire, la lèpre peut toucher le poumon, la lèpre peut toucher les os, la lèpre peut toucher la rate. Tous les viscères peuvent être infectés par la lèpre. Donc, il y a plusieurs classifications de la lèpre. Il y a une classification de Ridley et Scott
la lèpre est divisée, si vous voulez, en ce qu'on appelle la lèpre tuberculoïde, le borderline tuberculoïde, le borderline, le borderline lépromateux, la lèpre lépromateuse, voilà. Donc, c'est 5 catégories selon le type de lésion que nous avons. Ça, c'est la classification de Ridley. Mais c'est une classification un peu compliquée et difficile à utiliser sur le terrain. Donc, l'OMS a simplifié les choses en mettant en place 2 formes. C'est la forme possible-bacillaire, si vous voulez, et la forme multibacillaire. Donc, qui dit multibacillaire dit il y a beaucoup de lésions et c'est une forme généralement contagieuse. Et la forme possible-bacillaire, peu de lésions, peu ou pas contagieuse. Voilà. Donc, de façon pratique, c'est la forme les classifications de l'OMS que nous utilisons sur le terrain. La lèpre, beaucoup de gens pensent que la lèpre a disparu, mais la lèpre n'a pas disparu. Elle existe toujours dans les zones reculées, voire même en ville. Et malgré la lutte au Burkina Faso, par exemple, on a eu 170 cas en 2020. Donc, il y a toujours eu des cas de lèpre. Courant 2023-2024, 2025 aussi, j'ai participé à des campagnes de dépistage de la lèpre. Et dans les zones reculées, on a toujours des cas de lèpre. Voilà. Malheureusement, c'est une pathologie qui est méconnue par les personnels soignants. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens passent à côté de la lèpre. Alors, comment la lèpre se manifeste? Donc, une lésion hypopigmentée. Toute tache claire, bien sûr, doit être considérée en zone d'endémie comme étant une lèpre. Donc, vous voyez ces petites taches claires que vous voyez sur ces patients-là, il faut évoquer une lèpre. Donc, devant tout patient qui présente des taches claires comme ça, la lèpre fait partie des hypothèses diagnostiques qu'il ne faut pas méconnaître. Donc, l'aspect est souvent cuivré, ça a une couleur qui tire un peu vers le cuivre, si vous voulez. Et un autre aspect qui est très important, c'est la sensibilité de la lésion. Donc, dans la lèpre, vous avez souvent des lésions qui sont peu sensibles ou insensibles. Donc, il y a plusieurs manières de faire, si vous voulez, un test. On utilise souvent un coton ou une plume qu'on va appliquer dessus pour pouvoir tester la sensibilité. Donc, quand vous avez une lésion, une tache claire comme ça, automatiquement, vous devez tester la sensibilité. Si le patient n'arrive pas, la sensibilité n'est pas bonne, évoquez fortement la lèpre. Voilà. Donc, autre aspect, vous voyez, là, j'avais parlé de lésions hypopigmentées plutôt, mais vous allez voir qu'ici, les lésions, c'est vrai qu'elles ont vraiment la couleur cuivre. Donc, ce sont les lésions cuivrées qui sont infiltrées et qui sont en nappe. Donc, ces lésions-là également font évoquer fortement une lèpre et une forme de lèpre qu'on appelle la lèpre lépromateuse, si vous voulez, la lèpre multibacillaire. Donc, d'autres signes qui sont importants au niveau des oreilles. Donc, vous voyez, il y a ces lobules-là qui sont nombreux au niveau des oreilles-là, qui sont des signes aussi en faveur, fortement en faveur d'une lèpre. Et vous voyez ces petits nodules-là qui apparaissent sur le front du patient, qui font également évoquer la lèpre. Alors, vous voyez, on dit, devant ces images-là, on parle de l'aspect léonien du visage. C'est-à-dire que léonien, ça vient de lion. Ça veut dire que la lèpre, quand elle atteint un certain stade, elle va donner un aspect de visage qui ressemble à un lion. Donc, c'est l'aspect léonien du visage. Et là, c'est typique de la lèpre lépromateuse. Malheureusement, quand ça atteint ce stade-là, ça devient compliqué au niveau de l'infirmité. Voilà, si vous voyez dames, vous voyez déjà qu'il y a déjà ces amputations-là qui ont déjà commencé. Voilà. Donc, un autre point important, j'avais dit au début que ça touche la peau et les nerfs, possible d'autres viscères. Vous avez au niveau des nerfs, vous avez ce nerf-là, il y a une hypertrophie des nerfs qui est souvent douloureuse. Donc, il y a un moyen pour palper les nerfs. Quand vous palpez, vous allez voir que le nerf est douloureux. Donc, tout ça, ce sont des signes, bien sûr, en faveur de la lèpre. Donc, ce sont des images qui montrent, bien sûr, une lèpre lépromateuse, une lèpre multibacillaire. Et cette jeune dame à gauche, figurez-vous que c'est une jeune dame qui a 14 ans. Alors là, sur l'image, quand vous regardez, elle fait peut-être la soixantaine, hein, mais quand vous regardez, c'est une jeune fille en réalité qui a 14 ans. Et l'image de droite également, c'est une jeune fille de 12 ans, voilà, qui ont été diagnostiquées, dépistées à la lèpre. Donc, une maladie avec beaucoup de complications. Et les complications sont très dures, j'ai envie de dire, parce que le degré d'infirmité est très important. Donc,
On évalue surtout quand on recherche les complications, c'est surtout au niveau des yeux, des mains et des pieds. Donc, ça permet de nous donner ce qu'on appelle une cotation ou un degré d'infirmité qu'on dit YMP. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise sur le terrain pour être très pratique. Donc, quand on est devant quelqu'un qui a la lèpre, il faut regarder les yeux, il faut regarder les mains, il faut regarder les pieds. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche ce qu'on appelle la sensibilité et la motricité. La sensibilité, c'est de toucher pour savoir est-ce que la personne sent. La motricité, ça veut dire que la personne n'arrive pas à mouvoir une partie qui a été innervée et n'est pas par un nerf. Donc, là, vous voyez, c'est une déformation progressive des doigts. Voilà, et ça commence comme ça. Et malheureusement, quand ça atteint ce stade-là, bon, c'est vraiment quasi impossible à retrouver un état normal. Voilà. Donc, ce sont les infirmités très importantes, ce sont les complications de la lèpre. Le traitement préventif, qu'est-ce que je dis, le dépistage que nous faisons, c'est pour éviter ces situations-là. Voilà. Alors, le mal perforant plantaire, quand on dit mal perforant plantaire, tout le monde pense au diabète. Le diabète n'est pas la seule pathologie à être à l'origine d'un mal perforant plantaire. Il y a souvent dans les villages des maux perforants plantaires. Quand vous regardez, en fait, c'est la lèpre tout simplement. Voilà. Ce sont des complications de la lèpre. Bon, là, je vous ai mis très rapidement, c'est un petit tableau qui permet en fait de faire, si vous voulez, la cotation ou le degré d'infirmité. Quand on fait la cotation, donc vous voyez, vous avez les yeux, vous avez les mains et vous avez le pied. Donc, devant quelqu'un chez qui vous avez diagnostiqué une lèpre, il faut faire cette cotation-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un trouble de la sensibilité? Est-ce qu'il y a une lagophthalmie? Est-ce qu'il y a une perte de la sensibilité? Est-ce qu'il y a des troubles moteurs? Est-ce qu'il y a une perte de la sensibilité au pied? Est-ce qu'il y a des troubles moteurs? À chaque fois que c'est positif, si c'est la sensibilité, vous mettez un. Si c'est les troubles moteurs, vous mettez deux. Et après, vous faites la sommation de tous ces trucs-là. Ça va vous donner ce qu'on appelle la cotation. Et pour avoir ce qu'on appelle le degré d'infirmité, vous allez prendre le score le plus élevé. Si vous avez eu à faire les yeux, vous avez trouvé 2, ainsi de suite, c'est le score le plus élevé. Donc, si c'est le 2, vous allez prendre le degré d'infirmité 2. Voilà. Tout ça, ce sont des outils, en fait, de l'OMS, hein. C'est pour faciliter la prise en charge, si vous voulez. Donc, le diagnostic se fait par, on fait un prélèvement qu'on appelle le suc dermique. En fait, c'est un prélèvement exsangue. On va prélever une sérosité de la peau sans qu'il y ait du sang. Bien sûr, il faut tout faire pour que le sang ne soit contaminé. Et la confirmation va se faire à la bacilloscopie. Voilà. Donc, le traitement de la lèpre, c'est un traitement qui marche bien, sauf qu'il est long, 6 mois à 12 mois. Et il regroupe des antibiotiques qui sont très forts, bien sûr. Et ça se prend régulièrement. Voilà. Et ça permet généralement d'être très efficace contre la lèpre. Donc, ça, c'est un exemple d'image. Je vous ai mis ça. C'est juste pour vous montrer un monsieur qui avait une lèpre lépromateuse, une lèpre multibacillaire. Après 5 mois de traitement, regardez à droite, il y a déjà une nette évolution de ces lésions. Donc, la dernière pathologie, c'est la réaction lépreuse. La réaction lépreuse, je tenais à parler de ça parce que c'est quelque chose également qui est méconnu. Autant que la lèpre n'est pas connue, la réaction lépreuse également n'est pas connue. Mais c'est la réaction lépreuse, quand vous ne connaissez pas la réaction lépreuse, ça peut vraiment vous tromper. Alors, la réaction lépreuse, c'est quoi? La réaction lépreuse, c'est un peu comme un syndrome de restauration immunitaire. Donc, ce que je n'ai pas dit dans la lèpre, c'est vrai que c'est une maladie infectieuse, mais sa particularité, c'est que c'est plutôt, dirons, une maladie immunopathologique. En réalité, c'est dû à l'immunité qui nous entraîne tous ces problèmes. Donc, quand quelqu'un a la lèpre, quand vous lui mettez, si vous voulez, les anti-lépreux, la polychimiothérapie, vous allez réduire fortement, en fait, la charge bacillaire. Et vous allez permettre à son immunité de réagir contre ces différentes charges, ces différents bacilles. Alors, souvent, la réaction est très violente. Donc, ça va donner ce qu'on appelle une réaction lépreuse qui ressemble, en fait, qui est comme une aggravation des signes initiaux de la lèpre. Donc, on a deux types, on a le type 1 et on a le type 2. Donc, vous voyez ici la réaction lépreuse. Donc, un patient qui a déjà la lèpre, qui prend des médicaments, souvent ça survient même chez les gens qui ne sont pas traités, hein. Donc, vous avez une réactivation, si vous voulez, des signes. Et vous mettez un monsieur que vous avez dépisté sous traitement, au lieu que ça s'améliore, vous avez les signes qui deviennent encore plus, voilà, plus importants.
Et là, c'est une réaction lépreuse. Donc, c'est une urgence thérapeutique. Ça se soigne avec une corticothérapie. À ce moment, il faut mettre la corticothérapie pour réduire la réaction lépreuse. Donc, j'ai parcouru un peu toutes ces pathologies-là. Donc, je pense que devant tout ce que j'ai dit, si les gens ont bien suivi, il y a un diagnostic qu'il faut, disons, on va retenir ici. Donc, je vais peut-être redemander aux gens, avec tout ce qu'ils ont suivi, si à partir de là, ils peuvent déjà me dire, est-ce qu'ils conservent, ils gardent leur syphilis ou ils pensent à une autre pathologie. Grâce, s'il te plaît, tu peux voir. Oui, docteur. Alors, vous pouvez réagir dans la discussion. Bon, suite à vos explications, nous avons le docteur Hakim qui dit que c'est le B, histoplasme africaine. Euh, docteur Shams conserve le C, syphilis secondaire. Bon, après votre explication, nous avons quand même des réactions qui vont vers l'histoplasmose africaine. Histoplasmose Et africaine. oui, l'histoplasmose africaine, nous avons toujours des réponses qui vont vers la syphilis secondaire et la leishmaniose. La leishmaniose. Oui, D'accord. Donc, ce qui est nouveau, je peux dire, c'est l'histoplasmose africaine que oui, ils ont commencé à considérer. D'accord. Donc, je vais vous révéler le diagnostic. Ce diagnostic, c'est une leishmaniose pseudolépromateuse sur un terrain immunodéprimé au VIH1. Donc, en fait, c'est le diagnostic qui a été retenu chez ce patient. Alors, je vais revenir un peu en arrière pour vous, là où j'ai évoqué un peu ça. Et voilà. Donc, quand j'ai parlé des formes de leishmaniose, j'ai parlé de la leishmaniose diffuse, qui n'a rien à voir avec, si vous voulez, ce type de leishmaniose que vous voyez. Et la leishmaniose diffuse, elle est caractérisée par des nodules non ulcérés qui miment une lèpre. Donc, si vous regardez sur l'image là, c'est à peu près les mêmes lésions en fait que le patient a. Donc, il a des nodules qui ne sont pas ulcérés, qui vont mimer la lèpre. Et c'est une leishmaniose qui survit généralement chez les patients immunodéprimés, comme ce que notre patient a actuellement. Donc, le diagnostic que nous retenons chez ce patient-là, c'est une lèpre, excusez-moi, c'est une leishmaniose pseudolépromateuse, voilà, sur un terrain immunodéprimé au VIH. Donc, si je repars un peu au niveau de l'histoplasmose, vous allez voir que l'histoplasmose, effectivement, ça fait ce type de nodule-là, mais comme je vous ai parlé que dans l'histoplasmose, vous avez ce qu'on appelle la gomme, c'est-à-dire les nodules ne vont pas rester fermes. Les nodules apparaissent d'abord, ils sont très durs, après, ils vont se ramollir et après, ils vont se fistuliser. Vous avez un trou qui va apparaître et vous avez un liquide qui va s'écouler. Ce que notre patient n'a pas. Voilà. Donc, notre patient n'a pas ça. Les lésions qu'il avait sont restées à ce niveau comme ça, un peu fermes. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoplasmose africaine, mais on doit l'évoquer. Chez ce patient, il faut plus évoquer une lèpre ou une leishmaniose. Voilà. Donc, c'est finalement là leishmaniose que nous avons évoquée sur, bien sûr, un terrain immunodéprimé au VIH. Alors, la confirmation, déjà, la lèpre va donner une anesthésie des lésions. Hein. Les lésions seront un peu insensibles. Il n'y a pas d'atteinte nerveuse chez notre patient. Bon, quand le suc dermique là retrouve ce qu'on appelle les formes amazigotes, ça c'est lorsqu'on fait la biopsie ou le suc dermique, on retrouve ces formes-là. C'est une forme, si vous voulez, de leishmanie. Donc, à la biopsie, on a retrouvé ce qu'on appelle les corps de Leishman dans les macrophages qui sont en fait des signes en faveur, ce qui confirme la leishmaniose. Et comme je dis, cette leishmaniose, c'est une co-infection, elle est fréquente avec le VIH. Et quand il y a le VIH, ça entraîne un très grand polymorphisme clinique qui peut vous tromper, qui ne ressemble pas à la leishmaniose que vous voyez très fréquemment, la petite plaie qui ne guérit pas. Donc, le fait qu'il y ait un terrain immunodéprimé, ça donne cette forme de leishmaniose. Alors, le traitement chez ce patient, ça a été du glucantine, donc 20 mg par kilo par jour, et ça va jusqu'à 4 semaines. Voilà.
les ampoules de glucantine, c'est en 5 millilitres. Chaque ampoule fait autour de 400 milligrammes, je crois. Donc, on répartit ça une fois par jour. On peut faire 1 à 2 fois par jour. Et chez ce patient, au bout de, vous voyez, J20, J1, J25, vous avez commencé à avoir une amélioration nette des lésions. Voilà. Il y a une amélioration nette au bout de 25 jours. Vous commencez à voir que ça commence à évoluer très bien sous l'ammoniaque de méglobine, qu'on appelle encore le glucantine. Donc là, vous voyez, les lésions n'ont pas complètement disparu, mais les lésions ont commencé à rentrer dans l'ordre. Sans oublier que aussi, dans le traitement VIH a été rétabli également. Mais bien sûr, le traitement VIH, même si vous le rétablissez, ce n'est pas en 1 ou 2 semaines qu'il sera efficace. Donc là, c'est la leishmaniose, le traitement qui a été mis en place et une amélioration assez spectaculaire de ce patient. Alors, dans la leishmaniose, vous avez plusieurs traitements. Les traitements qui sont reconnus que nous utilisons chez nous, c'est la méglobine, mais il y a d'autres types de traitements qui marchent. Certains même vont à utiliser aujourd'hui même de l'ivermectine. D'autres disent que le cotrimazole est efficace. Mais chez nous, on utilise le glucantime, bien que le glucantime soit un médicament assez toxique. C'est-à-dire que il faut faire très attention en utilisant le glucantime parce que au niveau cardiaque, au niveau rénal, au niveau hépatique, c'est très important, il faut surveiller. Et encore plus grave, le glucantime peut jouer sur les yeux. Il peut avoir une conséquence au niveau ophtalmo qui peut rendre même souvent aveugle. Donc, quand vous faites le glucantime en IM profonde ou en IV lente, voilà, c'est ce qu'il faut faire, IV lente ou bien IM profonde. Voilà. Maintenant, pour le cas des leishmanioses cutanées simples, les petites plaies que vous voyez, vous pouvez utiliser des infiltrations de glucantine à raison de 1 millilitre. Bon, vous mettez une ampoule fait 5 millilitres, donc vous pouvez mettre 1 millilitre au niveau de la lésion, au niveau des 4 points cardinaux de la lésion, si vous voulez. Donc, si vous prenez une lésion, je vais peut-être revenir en arrière pour vous montrer. Euh, on va prendre simplement une lésion, vous montrer comment vous pouvez faire le traitement de la leishmaniose. Voilà. Par exemple, quand je prends cette lésion de leishmaniose, donc si vous prenez le glucantime qui est en 5 millilitres avec une petite seringue à insuline, vous aspirez 1 millilitre que vous infiltrez au niveau des 4 points cardinaux, si vous voulez, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc 1 millilitre ici, 1 millilitre ici, 1 millilitre là et 1 millilitre là. Et vous pouvez peut-être les instants les répartir. Donc, pour les lésions cutanées, vous ne faites pas de l'IM, vous ne faites pas de l'intraveineuse, vous faites des infiltrations au niveau de la lésion même. C'est quand les lésions deviennent très nombreuses et importantes qu'on peut, comme le cas de notre patient, qu'on va en IV ou en IM. Voilà, ça c'est en ce qui concerne le traitement. Donc, vous avez vu l'évolution spectaculaire que nous avons eue chez, bien sûr, ce patient-là. Alors, donc, je m'arrête pour prendre les questions par rapport à ce cas-là. Donc, je suis à l'écoute. Merci bien. Merci infiniment, docteur, pour ce moment de partage très, 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 très édifiant. Nous allons passer à la phase des questions-réponses. Alors, il vous suffira de lever la main et la parole vous sera accordée. Et merci de vous présenter brièvement. Vous pouvez également toutefois poser les questions directement dans le chat et je me chargerai de relayer votre question. Merci. Personne n'avait posé les questions? Une chose est sûre, votre cours, je vais dire votre cours, la présentation du cas clinique était très édifiant et très explicite, docteur. Du coup, bon, nous n'avons pas de questions en attente pour le moment, mais nous allons accorder quelques questions, quelques temps supplémentaires pour cette phase. Alors, docteur Zagat, vous avez la parole, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, d'accord, je comprends. Il vous suffira d'ouvrir votre micro. Docteur Zagat, je ne sais pas si vous avez pu ouvrir votre micro.
Oui, bonjour, on m'entend? Oui, oui, je vous entends très bien. Oui, bonjour à tous et à tous. Je salue mon grand ami Ismaël. Je te remercie beaucoup pour toute cette présentation très instructive. J'avais une petite question sur les photos de la progression post-traitement du patient. Il y avait sur une de tes photos, au niveau de l'épaule gauche, une dépigmentation ou du moins des lésions qui semblaient peut-être nodulaires. Est-ce que c'est dû, voilà, sur celle-là, à gauche? Il y a une dépigmentation au niveau de l'épaule gauche. Est-ce que c'est dû au traitement ou est-ce que c'est des lésions de leishmaniose qu'on voit là? Parce que je la remarque pas sur les autres photos. D'accord. Merci pour votre question, docteur. Merci. Docteur Ismaël, je ne sais pas si nous pouvons répondre en même temps. Oui, je vais répondre directement. D'accord. OK, d'accord. Merci bien au docteur Zagat depuis Nice, je crois. D'accord. Effectivement, si vous regardez au niveau, vous avez, en fait, c'est de la fibrine. Si vous voulez, ces lésions-là, avec le traitement, les lésions-là se sont ulcérées durant l'évolution. C'est-à-dire, après, il y a eu après des plaies qui sont apparues. Eux, si vous voulez, c'est l'évolution de ces plaies-là que vous voyez comme ça. Donc, au niveau de la leishmaniose en elle-même, vous avez une guérison qui est en cours, mais au niveau des plaies, la cicatrisation est en train de se faire. Donc, si vous voulez, c'est un peu de la fibrine que vous voyez à ce niveau-là. Et après, la peau normale va recouvrir tout simplement ces plaies-là. Donc, ce n'est pas des lésions de leishmaniose, c'est l'évolution normale d'une plaie, si vous voulez. Voilà, merci bien, docteur. Ok, merci, docteur, pour votre réponse. Docteur Traoré, vous avez la parole. Ok. Bonsoir, merci à tout le monde. Merci au docteur Traoré, le cher René Traoré Ismaël, pour son exposé. J'avais déjà posé ma question au niveau des discussions, mais je voulais savoir est-ce que il y a une situation épidémiologique des cas de leishmaniose au Burkina, surtout actuellement, ou bien peut-être 10 années en arrière, comme ça. Et c'est la disponibilité des molécules pour le traitement au Burkina Faso. Est-ce que c'est disponible chez oui, merci. D'accord, merci, docteur Traoré. Docteur Ismaël, je pense que nous pouvons lui répondre au docteur D'accord. Traoré. OK, merci bien au docteur Traoré, mon frère. Euh, la situation épidémio, bon, en réalité, là, je n'ai pas de données en ce qui concerne la leishmaniose. Les données là, c'est surtout disponible au niveau du Programme national des maladies tropicales négligées qui doivent avoir des données actualisées. Mais malheureusement, je n'ai pas ces données-là. Mais un autre souci qui se pose, c'est que la leishmaniose, même s'il y a des données qui existent actuellement, ces données-là ne sont pas, à mon avis, hein, très fiables parce que on a énormément de lèpre et de leishmaniose en milieu périphérique qui ne sont pas pris en compte et qui passent à côté. Les gens passent à côté parce qu'au niveau diagnostic, ce n'est pas évident. Donc, ce sont les cas que les gens peut-être remontent qu'on a au niveau de l'épidémio, mais il faut vraiment mener une très bonne étude, surtout au niveau je vais dire quoi, des populations reculées qui se trouvent dans des zones qui ne sont pas facilement accessibles. Là-bas, il y a beaucoup de leishmaniose. Voilà. Donc, le traitement que nous avons présentement, c'est le glucantime. Effectivement, le glucantime, il est assez difficile à avoir, il n'est pas disponible. Donc, il fut un moment, courant 2024-2025, quand nous avons commencé à avoir dans nos services en ville beaucoup de cas de leishmaniose, les patients avec les ordonnances revenaient nous voir qu'ils n'arrivaient pas à avoir. Donc, les pharmacies, certaines pharmacies ont commencé à commander un peu de glucose, devenaient de plus en plus disponibles. Donc, aujourd'hui, la disponibilité est un peu difficile, mais les pharmacie de commander ce produit-là. Un autre problème lié à la glucantime, c'est que ça coûte un peu cher. Parce que quand il est un peu cher, je n'ai pas le souvenir du prix. Il est 16 heures. Il n'est pas forcément accessible à tout le monde. Voilà, merci. D'accord, docteur. Merci infiniment pour votre réponse. Nous avons dans la discussion docteur Oriane Ouedrago, qui est résidente en dermatologie, qui, par rapport à sa question, dit dans la prise en charge de l'érythème noueux lépreux, quelles sont les indications de la
thalidomide, s'il vous plaît, et est-ce qu'on l'utilise au Burkina? Moi, avec des préjugés, ça va. Ok, merci bien à Dr. Oriane pour sa question. Alors, la thalidomide, effectivement, peut être utilisée dans l'érythème noueux. L'érythème noueux lépreux, c'est une réaction lépreuse qui survient sur les lèpres lépromateuses, c'est-à-dire les lèpres graves. Donc, quand vous mettez quelqu'un généralement sous traitement, quelqu'un qui a une charge bacilliaire très élevée, il est possible qu'il fasse cette réaction lépreuse-là qui va se manifester par ce qu'on appelle des nouillures ou des nodules au niveau des jambes. Donc, ça, c'est l'érythème noueux. Alors, comme on prend en charge l'érythème noueux, en général, une corticothérapie, ça fait l'affaire. Maintenant, en cas d'échec de la corticothérapie, on peut aller vers ce qu'on appelle le thalidomide. Mais de façon pratique, au Burkina, je ne pense pas qu'on ait commencé à utiliser la thalidomide pour le moment. Donc, je pense que la corticothérapie, juste ça marche bien. Donc, par rapport à l'expérience de la thalidomide, non, je ne pense pas qu'au Burkina qu'on le fasse pour le moment. Merci. D'accord. D'accord, docteur. Merci infiniment pour vos réponses. Pour le moment, nous n'avons plus de main levée ni de questions en attente dans la discussion. Je pense que nous pouvons passer au deuxième cas clinique. Toutefois, vous pouvez écrire votre question dans la discussion et je me chargerai de les relayer au docteur à la fin des cas cliniques. Merci. D'accord, merci bien. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Soit ils ont tout compris, soit ils n'ont pas compris. Bon, c'est vrai que ce sont des On maladies, est, c'est pas évident. C'est pas non, des on maladies. espère qu'ils ont tout compris. Mais j'avoue que c'est difficile, hein. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie infectieuse, mais qui se comporte souvent comme une maladie systémique. Idem pour la leishmaniose. C'est-à-dire, c'est une infection, mais qui ne va pas se limiter à un organe, qui peut toucher tous les organes. Donc, cliniquement, c'est souvent pas évident à diagnostiquer. Donc, je sais que c'est pas simple. Alors, on va passer au deuxième cas clinique. C'est un pied qui gonfle, bien sûr. Donc, on a un jeune monsieur de 32 ans qui est garagiste. Il fait beaucoup de dépannage en brousse, hein. C'est quelqu'un qui est tout le temps en zone rurale pour faire des dépannages. Il n'a pas d'antécédent particulier. Il a eu au niveau du pied droit une augmentation du volume de son pied depuis plusieurs mois qu'il a remarqué. Et selon lui, il dit que cette tuméfaction-là a apparu quelques mois après qu'il ait marché les pieds nus sur une brindille. En fait, il a souvenance qu'il a marché sur une brindille. Donc, il lit forcément en fait, la tuméfaction de son pied-là à cette brindille-là. Donc, beaucoup de traitements ont été faits. Sans succès, le pied ne fait que enfler. Alors, quand on a examiné ce patient, voilà ce qu'on retrouve. Le pied est déjà bien gros et ça a un aspect globuleux du pied droit. Et si vous voyez, il y a des lésions ulcéreuses par endroits, c'est des petites plaies. Et vous avez un aspect noirâtre que vous voyez de part et d'autre au niveau du pied. Voilà. Et vous avez, en pinçant, quand vous pressez, si vous voulez, ce globule-là, ce pied globuleux-là, vous avez des petits grains qui sortent souvent, qui ont une couleur blanc jaunâtre, qui sortent de ces petits trous-là. Donc, c'est une lésion qui est polyfistulisée. Voilà. Donc, depuis plusieurs mois. Alors, ici, je vais aller directement au niveau des hypothèses diagnostiques. Quand vous voyez un pied de ce genre-là, à quoi vous pensez? Donc, c'est trois, hein. Le quatrième, c'est la même chose que le sortilège, bien sûr, parce que le patient il est convaincu qu'il y a du maraboutage, peut-être qu'il a raison. Donc, vous avez le mélanome acral lentigineux, qui est bien sûr un cancer. Vous avez ce qu'on appelle la maladie de Kaposi. Pour ceux qui ont suivi ma présentation sur les ISC, j'en ai parlé. Vous avez ce qu'on appelle le mycétome. Alors, devant ces quatre pathologies-là, à quoi vous pensez? Donc, peut-être 5 minutes pour avoir une réponse. Merci. Merci, docteur. Nous avons quelques réponses déjà dans la discussion. La majorité va vers la réponse C, mycétome. Et nous avons d'autres réponses quand même qui vont vers la maladie de Kaposi. D'accord. Cependant, nous avons docteur Benoît qui est entre la réponse A et la réponse C.
mélanome acrolentigineux et mycétome. Bon, en gros, toutes les réponses sauf le maraboutage. Ok, d'accord, parfait. Donc, toutes les réponses sauf le maraboutage. Pourtant, ce patient-là, il est convaincu que c'est quelqu'un qui a mis une brindille et il a marché dessus. Mais il n'a pas tort, mais on verra. Donc, effectivement, je vais commencer à parler de ces pathologies. On va commencer par le mélanome. Le mélanome, en fait, n'est pas une maladie tropicale négligée, même si le mélanome, même si je pense que c'est une maladie à prendre en compte au niveau tropical, parce que les mélanomes que nous avons sont différents des mélanomes qui existent en Europe ou en Amérique sur peau blanche. Donc, nous avons un mélanome. C'est quoi? Si vous voulez, c'est un cancer, en fait, qui est lié à la mélanine. Donc, la mélanine, c'est ce pigment qui nous rend noir. Et quand ce pigment, il évolue un peu n'importe comment, ça donne ce qu'on appelle le mélanome, qui est un cancer qui est vraiment très méchant. Alors, sur peau blanche, quand vous prenez toute la littérature, vous verrez que sur peau blanche, ça va se manifester, bien sûr, par une petite macule. Là, il faut voir ce qu'on appelle les signes ABCD. Vous allez voir, c'est irrégulier, c'est pas homogène. Ça fait penser, bien sûr, à un mélanome. Mais sur peau noire, c'est complètement différent. Ça ne se manifeste pas de la même manière. Le mélanome le plus fréquent sur peau noire, c'est le mélanome acral lentigineux. Donc, il touche essentiellement les paumes et les plantes. Il touche également les ongles. Mais les formes que nous avons le plus, ce sont ce type de lésions que vous voyez. Ça apparaît tout simplement et ça commence à grossir. Voilà. Et ça, c'est un mélanome d'une jeune qui a été confirmé, bien sûr, par la biopsie exérèse. Et ce mélanome n'est pas lié à l'exposition solaire. Voilà, on nous a chanté dans la littérature que le mélanome, c'est le soleil, c'est le soleil. Ce type de mélanome-là n'a pratiquement rien à voir avec le soleil. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des cas de mélanome. Donc, vous imaginez, vous avez un bourgeonnement qui, est, qui s'ulcère au fur et à mesure et qui a une composante très importante, c'est la composante noire, la couleur noire. Donc, quand vous voyez sur ces lésions-là, vous voyez une couleur bien noire qui apparaît et ça fait évoquer cliniquement un mélanome. Donc, quand vous avez un bourgeon comme ça qui commence à pousser, qui prend la couleur noire, il faut toujours évoquer un mélanome. Donc là, vous voyez ici sur le troisième orteil, vous avez également ce bourgeon-là qui commence et ce sont des mélanomes. Alors là, vous voyez cette lésion-là qui apparaît. Ce n'est pas que le patient a coloré la lésion, c'est une lésion noire. Ça fait évoquer automatiquement un mélanome. C'est-à-dire qu'à ce stade, c'est un mélanome vraiment qui métastase énormément et la plupart du temps, il est vraiment très méchant. C'est un cancer très méchant. Donc, voyez là, c'est également un mélanome. Donc, ça, c'était pour vous montrer un peu le mélanome, qui n'est pas une maladie tropicale négligée, mais qui, parce que son diagnostic aussi est très important, parce que quand vous diagnostiquez très tôt, comme à ce stade, comme ça, même là, c'est un peu, vous pouvez sauver la personne. Donc, passons au B, la maladie de Kaposi. La maladie de Kaposi est considérée aussi comme une IST et c'est considéré également comme un cancer également. Donc, certains l'appellent le sarcome de Kaposi. Donc, c'est un virus de l'herpès de type 8 qui est à l'origine de ça. Et il a un lien très important, très étroit avec le VIH. Donc, lui également, il entraîne vous voyez, des manifestations au niveau du pied, qui sont des lésions papillonodulaires angiomateuses, qui sont dures et qui évoluent de façon, si vous voulez, ascendante. Donc, ça va monter et ça va aller jusqu'à la cuisse, et ainsi de suite. Et c'est une maladie aussi qui est très mortelle. Voilà, ce qu'on appelle la maladie de Kaposi. C'est une origine virale, mais c'est considéré comme un sarcome, comme un cancer également. Donc, tout ça, ce sont des lésions de maladie de Kaposi que vous voyez sur ces images-là. Voilà. Donc, voilà également une maladie de Kaposi. Et là, une maladie de Kaposi, elle est complètement infiltrée la cuisse. Voilà. Et la cuisse devient très dure et cartonnée. Alors, on passe maintenant au mycétome. Alors, le mycétome, pied de Madura, on l'appelle aussi ainsi comme ça, pied de Madura. Vous voyez, c'est une infection qui se contracte
après avoir marché ou après un traumatisme, même minime, par un épineux. Vous voyez? C'est que nous avons fréquemment dans le Sahel. Donc, si vous faites piquer par un truc comme ça dans le Sahel, vous pouvez contracter en réalité le mycétome. Donc, inoculation de micro-organismes. Donc, ce micro-organisme-là va entraîner une destruction, une déformation, une perte de fonction qui peut aller jusqu'à la mort. Donc, la morbidité au niveau du mycétome est très élevée. C'est une infection à très forte morbidité. Donc, personnellement, dans mon service depuis 2021, j'ai reçu 5 cas de mycétome. Et tous les patients que j'ai reçus ont évoqué fortement une origine mystique. Ça veut dire que, pourquoi je dis ça? Parce que le mycétome est un traitement a un traitement qui est très long. Et l'amélioration n'est pas si évidente que ça et c'est assez difficile. Donc, quand le patient est convaincu que c'est une origine mystique, il vient vous voir, vous faites le traitement. Au bout de 2, 3 mois, s'il n'y a pas une amélioration et il est convaincu de ce qu'il a dit, eh bien, il va terminer, disons, au niveau des marabouts, je ne sais quoi. Voilà. Donc, euh, quelque chose aussi qu'il faut savoir au niveau de cette maladie, c'est que vous avez 2 formes. Elle est considérée en général comme une atteinte due à des mycoses profondes, mais elle peut avoir une origine bactérienne qu'on appelle les actinomycètes, qui sont des bactéries qui sont dans le sol. Donc, souvent, ce n'est pas évident de réussir à faire le diagnostic pour savoir si ce sont des hémicètes ou ce sont des actinomycètes, c'est-à-dire si c'est champignons ou bactéries. Parce que souvent, on dit en fonction de la couleur des grains, parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai dit au niveau du pied, quand vous pressez, vous avez des grains qui vont sortir, des petits bâtonnets. Certains disent que quand la couleur tourne vers le blanc et le rouge, ça fait plus bactéries, et quand ça tourne vers le noir, ça fait plus champignons. Mais là encore, dans nos contextes, c'est un peu difficile. Donc, comme je le disais, le traitement est très décevant parce qu'il y a le traitement médical, il y a aussi le traitement chirurgical souvent. Voilà. Donc, mais le traitement, il est quand même très difficile. Donc, c'est une pathologie endémique qui est rencontrée en milieu tropical et rural. Je ne viens pas là-dessus. Je ne viens pas là-dessus. On a déjà parlé de ça. Donc, quand vous regardez sur le pied, vous avez ces petits points-là. Vous voyez? Vous voyez? C'est par là, quand vous pressez, vous avez les grains qui sortent. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des lésions de mycétome. Alors, les lésions que je vous montre, ce sont des lésions qui siègent sur le pied. Mais le mycétome peut se retrouver un peu partout. Il y a le mycétome même au niveau de la verge, il y a le mycétome dans la région génitale, il y a le mycétome du bras, il y a le mycétome du dos. Mais les plus fréquents, ce sont les mycétomes qui siègent au niveau du pied. Parce que très souvent, c'est la zone la plus accessible lorsqu'on marche sur les brindilles et autres. Donc, devant ce que j'ai présenté, alors, le diagnostic, c'est quoi? Le diagnostic que tout le monde avait raison, c'était le mycétome. Voilà, c'est le mycétome qui a été retenu chez ce patient-là. Mais celui qui a évoqué le mélanome, il a très bien fait d'évoquer le mélanome. Pourquoi? Parce que si je reviens encore au début, vous allez voir que il y a une lésion qui doit faire évoquer fortement le mélanome. Vous voyez ça? L'aspect noir que vous voyez sur la lésion doit vous faire évoquer un mélanome. Mais cet aspect noir que vous voyez là, en fait, il est trompeur. Parce que c'est juste de la poudre noire que le patient a appliqué dessus. Donc, on lui a donné un traitement à base de poudre noire. Et c'est cette poudre noire-là qu'il a enduit, en fait, sur son pied. Et quand vous regardez ça comme ça, sur photo ou à première vue d'œil, souvent, c'est tellement chronique, il a tellement appuyé, mis la poudre noire pendant longtemps que la poudre noire adhère. Donc, quand vous regardez, il est tout à fait légitime que devant ces lésions-là, vous puissiez évoquer, bien sûr, un mélanome, même si c'est un aspect trompeur. Voilà. Donc, le patient, c'est un mycétome que nous retenons chez lui. Alors, l'histologie, origine fongique, prélèvement de grains pour la culture, mais dans notre contexte, il est souvent très difficile de pouvoir faire le diagnostic formel du mycétome. Donc, le diagnostic clinique, il est facile, mais le diagnostic au niveau laboratoire est assez difficile parce que c'est pas évident de trouver un laboratoire à mesure, en fait, de faire disons, au niveau du laboratoire, parce que ce sont des pathologies rares qui ne sont pas vraiment enseignées, que les gens ne connaissent pas.
Donc, souvent, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui puisse te faire le diagnostic à partir des grains. Ça demande vraiment un milieu spécialisé. Voilà. Donc, le traitement se fait soit par l'itraconazole, qui est un puissant antifongique, soit par du cotrimazole également. Et on le fait sur au moins 12 mois. Donc, vous imaginez, vous vous retrouvez avec un patient qui se retrouve à prendre du cotrimazole pendant 12 mois. Voilà. Donc, légère amélioration à M6. On a vu que le pied devenait de plus en plus propre, mais le patient, malheureusement, a été perdu de vue. En réalité, presque tous les patients que j'ai reçus pour le musétome, je les ai perdus de vue parce que l'amélioration est très difficile et c'est pas simple. Donc, quand vous regardez sur la radio qui a été réalisée, il n'y a pas d'atteinte osseuse. Donc, pour ce cas-là, on n'a pas vu directement les chirurgiens. Voilà, donc on a voulu se contenter d'un traitement médical et à la longue, on allait voir avec les chirurgiens ce qu'ils pouvaient faire sur cette lésion-là. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour parler du cas clinique que j'ai fait assez rapidement. Maintenant, il y a d'autres MTN que je vais survoler. Maintenant, s'il y a des questions en ce qui concerne ce cas-là, je vais peut-être attendre qu'il y ait des questions. Mais, grâce. Oui, docteur. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce cas clinique. Si c'est le cas, vous pouvez toutefois lever la main et je vous céderai la parole. Nous allons, ou vous pouvez toutefois aller directement dans la discussion également. Euh, bon, nous n'avons pas de questions ni de levée pour le moment. Je suppose que les questions viendront par la suite, docteur. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais poursuivre avec c'était les deux cas cliniques que je voulais vous présenter. Et le premier cas clinique, c'était pour que les gens voient que ce n'est pas évident de pouvoir faire la différence formellement entre certaines maladies et lèpre. Et ce sont des maladies qui peuvent prendre plusieurs formes, donc toujours faire attention. Et ce sont des cas que les personnes qui travaillent en milieu rural vont fortement rencontrer. Et ceux qui travaillent en milieu urbain, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, pour les autres MTN, à manifestation cutanée, j'ai choisi quelques-unes, notamment l'ulcère de Burli. Alors, vous voyez, c'est une vaste ulcération qu'il y a sur le pied. Avant même de parler de l'ulcère de Burli, je vais parler de façon générale des ulcères. Les ulcères de jambes, si vous voulez, ce sont des ulcérations qui touchent les jambes, qui n'ont pas tendance à guérir. Donc, quand vous allez dans chaque localité, notamment surtout en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'ulcères de jambes, des plaies qui ne guérissent pas. Il y a plusieurs causes. L'une des causes, c'est l'ulcère de Buruli. Alors, l'ulcère de Buruli, c'est une maladie chronique qui est due au Mycobacterium ulcérans. Et on ne sait pas exactement quel est le vecteur de l'ulcère de Buruli, mais certains ont pensé à ce qu'on appelle l'araignée d'eau, qui adore les eaux calmes. Voilà, les lacs, les étangs, c'est l'eau qui ne coule pas, contrairement à l'onchocercose et la simili, donc qui aime les eaux calmes. Euh, Ici, chez nous, au Burkina Faso, on n'a pas de cas autochtone. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cas qui a été, disons quoi, qui a contracté l'ulcère de Buruli même au Burkina Faso. Pour le moment, on n'en a pas. Mais on se retrouve à gérer beaucoup de cas d'ulcère de Buruli dû aux personnes qui se retrouvent peut-être dans des pays côtiers ou dans des pays où il y a ces marais-là qui se font infecter et qui reviennent souvent chez nous et nous, on les retrouve en consultation. Donc, ces deux cas, par exemple, ce sont des patients que nous avons reçus et ce sont des ulcères de Buruli. Donc, vous voyez, la particularité, c'est ce qu'on appelle un ulcère avec des bords décollés. Donc, au niveau des bordures là, souvent, vous pouvez introduire la pointe d'un ciseau ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est quand la lésion elle est plus ou moins aiguë, parce que quand la lésion devient chronique, elle va bien sûr devenir un peu comme ça, comme ce que vous voyez sur la jambe. Donc, c'est l'ulcère de Buruli. C'est une bactérie à croissance lente qui est un peu comme la lèpre, un peu comme la tuberculose. Voilà. Donc, il faut des puissants antibiotiques pour pouvoir traiter l'ulcère de Buruli. Ce pas des antibiotiques que nous avons en vente, ce qui rend la prise en charge de ces pathologies-là souvent difficile quand on reçoit ces patients. Par exemple, il y a des pays frontaliers avec le Burkina qui ont à leur niveau des programmes de lutte contre l'ulcère de Buruli avec des traitements, avec une prise en charge gratuite.
Chez nous, on n'a pas un programme typique qui lutte contre l'ulcère de Burley, donc nous n'avons pas ces médicaments-là disponibles. Donc, c'est ce qui rend la prise en charge souvent difficile à notre niveau. Donc, autre pathologie, ce sont les tréponemas vénériennes. Qui dit tréponématose parle de Treponema pallidum, qui est l'agent de la syphilis. Mais l'agent de la syphilis n'est pas tout le temps, il peut donner une pathologie qui n'a rien à voir avec une IST. C'est comme si on veut dire une syphilis non IST. Donc, vous avez trophomatose non vénérienne. Il y a trois pathologies généralement, ce qu'on appelle le BGL, le PIAN et la PINTA. La PINTA, ça c'est essentiellement aux États-Unis. Bon, en Amérique, hein, il y a ça, il n'y a pas ça chez nous. Comme je dis toujours, prendre ça avec des pincettes. Le PIAN, c'est généralement en Afrique centrale, dans les forêts, oui, les forêts tropicales. Donc, c'est le BGL généralement que nous avons en zone sahélienne. Donc, nous pouvons avoir en zone sahélienne et en zone arborée avec un peu de forêt, on peut avoir également le PIAN. Donc, la transmission se fait par les brèches cutanéo-muqueuses, affecte la peau, les os et les cartilages. Et ce sont des pathologies qui sont très fréquentes, mais qui passent généralement qui passent inaperçues, en fait. Donc, ça peut vous donner ce type de lésions-là que vous voyez. Voilà, ça, ce sont des lésions de Bégel que vous regardez comme ça. Voilà. Et vous avez une autre forme qui affecte essentiellement la cavité buccale, la bouche. Voilà. Donc, ça, ce sont des lésions. Euh, les gens font ce type de pathologie-là, mais souvent, ça guérit seul parce que ce sont des pathologies qui sont très sensibles aux pénicillines. Et les gens avec l'automédication, à force d'avaler les antibiotiques un peu n'importe comment, souvent, ils se soignent sans se rendre compte, en fait. Alors, un autre gros problème de santé publique que nous avons, c'est la filariose lymphatique, due à sa très forte morbidité. La filariose lymphatique, c'est une filaire qui s'attaque à la lymphe, tout simplement. Donc, euh, elle est due, bien sûr, à plusieurs espèces, les Wucheria bronchophthiques que nous avons en Afrique, chez nous ici. La transmission vectorielle. Alors, il y a plusieurs moustiques qui sont à l'origine de sa transmission, mais ce que nous avons chez nous, à notre niveau, c'est l'anophèle femelle. Le même anophèle qui est à l'origine du paludisme, c'est le même anophèle qui transmet également la filariose lymphatique. Voilà. Je ne sais pas, j'avais une vidéo ici, attendez que je vois. Donc, en 2024, il y avait au Burkina 9460 lymphédèmes et 6299 hydrocèles qui nécessitaient une prise en charge. C'est énorme. Donc, dans les villages et dans les endroits reculés, vous avez ces gros pieds-là. Voilà, quand j'ai mis une petite vidéo pour voir, c'est chez une patiente en périphérie que j'ai vue. Alors, quand tu retires ce qu'elle a mis, elle coule. Donc, c'est une filareuse lymphatique. Alors, cette lymphe-là, vous ne verrez pas cette lymphe-là partout, hein, chez tous les patients, mais il y a des patients qui font souvent des épisodes où eux-mêmes, ils vont vous dire qu'il y a un liquide tout blanc qui coule. Voilà, donc ça, c'est la filariose lymphatique. Alors, la filariose lymphatique, voilà ce que ça fait comme dégâts. Donc, vous avez des très gros pieds, des très grosses jambes qui rendent les patients inactifs. Voilà, à gauche, vous avez un jeune de 20 ans, voilà, qui a ce problème-là. Vous voyez? Alors, rien qu'à cause de ça, il est déscolarisé, et il ne travaille pas, donc il devient très dépendant. Donc, il suffit que dans votre famille, ou dans votre village, dans votre entourage, vous ayez quelques personnes seulement qui ont ces lésions-là, ça joue un peu sur la communauté. Donc, vous imaginez. Alors, c'est un pied qui sera permanemment à l'origine d'infections. Il y aura toujours des infections. Parce que pour avoir un niveau de propriété de cette jambe-là, c'est très difficile. Elle ne touche pas que la jambe, la filariose lymphatique. La lymphe aussi peut aller au niveau génital chez la femme, chez l'homme. Ça va donner ce qu'on appelle l'hydrocèle. Voilà. Donc, quand je reviens un peu sur ces lésions-là, en ville, on a toujours tendance à croire que les œdèmes des membres inférieurs, ça a une origine cardiaque, une origine néphro, une origine hépatique. Et ça, c'est en ville en général. On va te demander une protéine de 24 heures. Mais n'oubliez pas qu'il y a la filariose lymphatique qui entraîne un œdème des membres inférieurs qui peut être unilatéral ou même bilatéral. C'est possible. Voilà. Donc, toujours penser à ça. L'onchocercose.
L'onchocercose est une très vieille maladie. Et il y avait tout un programme pour l'onchocercose, je pense, un programme spécifique qui n'existe plus, je crois, à son temps, pour lutter contre l'onchocercose, parce que l'onchocercose, on l'appelle encore la cécité des rivières. C'est la pathologie qui rend aveugle. Et c'est une mouche qui est à l'origine, qu'on appelle la simuli, qui aime les rivières. La simili, contrairement à ce que je vous ai parlé, la gérisse d'eau, la simili aime les eaux qui coulent. Par exemple, pas les eaux stagnantes, elle aime les rivières, quand ça coule, les fleuves. Alors là, vous allez avoir la simili. Et c'est la simili qui pique et qui donne ce qu'on appelle l'onchocerca volvulus, qui va pénétrer la peau et qui va donner ce qu'on appelle l'onchocercose. Contrairement à ce que les gens pensent en ce qui concerne l'onchocercose, l'onchocercose touche bien sûr les yeux, mais ne se manifeste pas par les yeux. L'onchocercose débute toujours par ce qu'on appelle le syndrome cutané kystique, qui va donner ce qu'on appelle des onchodermites et des onchocercomes. Là, c'est un onchocercome que vous voyez juste cette dame-là. Voilà. C'est après l'évolution, dans son évolution, que ça va affecter bien sûr l'œil et ça va rendre aveugle. Donc, si vous diagnostiquez l'onchocercose au stade oculaire, c'est déjà au stade de complication et il n'y a pratiquement rien à faire. Donc, pour pouvoir diagnostiquer correctement l'onchocercose, il faut maîtriser ce qu'on appelle le syndrome cutané kystique. Ça permet de savoir un peu qui a l'onchocercose et qui n'a pas l'onchocercose. Alors, cette pathologie n'a pas disparu. Elle existe toujours. Au niveau cutané, donc, dans le syndrome cutané kystique, en dehors des onchocercomes, nous avons ce qu'on appelle, on caractérise ça souvent par une peau de lézard, une peau de léopard. Donc, ça donne un aspect qui ressemble souvent à des cicatrices au niveau du pied. Et ça donne aussi une gale qu'on appelle la gale filarienne, qui n'a rien à voir avec l'autre gale. Ça, c'est une gale filarienne liée, en fait, à l'onchocercose. Donc, et une particularité aussi, c'est une gale qui adore être unilatérale. C'est-à-dire, vous vous retrouvez avec un membre qui gratte énormément par rapport à l'autre membre. Donc, si vous examinez un patient en milieu endémique, vous retrouvez ce type de lésion sur les jambes, vous retrouvez une gale, la personne se démange énormément et cette démangeaison prédomine essentiellement au niveau d'une des jambes, il faut toujours penser, bien sûr, à de l'onchocercose. Alors, si vous attendez l'atteinte oculaire, à ce moment, c'est trop tard, il y a la cécité. Le ver de Guinée. Au Burkina Faso, le ver de Guinée a été éradiqué depuis 2011. Donc, on n'en a pas à notre niveau. Personnellement, je n'en ai pas vu. Mais il faut toujours en parler, il faut toujours connaître toujours, parce qu'avec les changements climatiques, comme je l'ai dit, c'est des choses que nous pouvons revoir. Donc, éradiquant officiellement en 2011. Donc, présentement, on n'en voit pas. Alors, le NOMA, c'est la dernière pathologie qui a été prise en charge et qui a été ajoutée aux maladies tropicales négligées, la 21e pathologie. C'est une pathologie avec une physiopathologie un peu complexe. Donc, elle n'est pas contagieuse, mais elle est mortelle. Elle est vraiment très mortelle parce que généralement, elle affecte les immunodéprimés. Donc, quand vous allez dans les populations, dans le milieu rural, les populations déplacées, vous pouvez voir ce qu'on appelle le noma. Donc, vous avez carrément une destruction des tissus de la face par des bactéries de la bouche. Mais ce sont des pathologies qui ne sont pas très bien connues pour le moment. Donc, on met parmi les facteurs, on dit qu'il y a l'extrême pauvreté, on parle de la mauvaise hygiène bucco-dentaire, on parle d'une relative baisse d'immunité, d'une malnutrition, des infections à répétition qui surviennent. Et le noma, il est vraiment très mortel chez l'enfant. Voilà. Donc, une autre mycose profonde, c'est ce qu'on appelle la cryptococose, qui donne ce type de nodule-là. Et la cryptococose est intimement liée aussi au VIH. Donc, qui dit cryptococose, vous avez la cryptococose pulmonaire, mais vous avez également la cryptococose cutanée, qui se manifeste également par ce type de lésion-là avec des sangs nécrotiques. C'est une mycose profonde, donc ça fait partie des maladies tropicales négligées. Donc, pour terminer, c'est quelques maladies que j'ai un peu survolées pour que vous sachiez que ce sont des choses qui existent. Et je vous rappelle que la majorité des images que je vous ai présentées, en dehors de quelques-unes des images,
ce sont des images, encore, je le dis, de notre pratique quotidienne. Depuis nos stages que nous faisions, la prise en charge, ce qu'on voit en milieu rural lors de nos sorties, ce sont des patients que nous avons rencontrés au cours de notre pratique quotidienne. Donc, quand vous rencontrez ces genres de pathologies, automatiquement, il y a une attribution mystique par les communautés. Donc, ça rend la prise en charge très, très difficile. Surtout que ce sont des prises en charge très longues. Dès que le patient a en tête que c'est origine mystique, vous lui faites un traitement, 1 mois, 2 mois, il ne voit pas une bonne évolution, automatiquement, il est convaincu de ce qu'il a dit. Et il est très difficile pour vous de le faire comprendre, de le faire croire le contraire. L'autre problème plus grave, c'est que ces pathologies sont peu connues par les professionnels de santé. En réalité, les professionnels de santé ne connaissent pas ces pathologies-là. Donc, les professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés dans les écoles et dans les universités pour lutter contre ces pathologies. Parce qu'on a l'impression que ce sont des pathologies qui n'existent plus. Donc, on ne se concentre plus, on ne se focalise plus sur ces types de formations. Même si on les voit, on les survole. Donc, il en va de soi que quand vous êtes dans un milieu urbain, dans les grandes villes, vous n'allez pas voir ces lésions-là. Mais une fois que vous êtes affecté en périphérie, en milieu rural, vous allez commencer à voir ce type de lésions. Et quand le patient vient vous voir et que vous-même vous êtes perdu, vous n'avez jamais vu ça, en fait, vous renforcez la croyance du patient qui est convaincu qu'effectivement c'est mystique. Malheureusement, c'est ce qui arrive sur le terrain. Donc, les maladies sont considérées comme rares, mais en réalité, est-ce que ces pathologies-là ne sont pas sous-diagnostiquées? Voilà. Donc, je reviens un peu à l'une des questions du docteur qui demandait est-ce qu'il y a une épidémiologie. Je disais oui. Là, ce sont des pathologies qui sont sous-diagnostiquées. Là, je suis convaincu. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui passent à côté. Et comme ce sont des pathologies qui ne sont pas connues par les décideurs, puisque les décideurs sont en ville, ces pathologies sont oubliées par, si vous voulez, les politiques de santé. On ne tient pas compte de ça. Donc, on va mettre beaucoup d'argent dans les pathologies qui sont fréquentes en ville et on ne met pas beaucoup de moyens dans ces pathologies-là parce qu'on trouve que c'est rare, or qu'en périphérie, ce sont des pathologies qui existent. Alors, en santé publique, on dit que la santé, il y a l'équité, voilà, l'égalité et l'équité dans la santé. Tout le monde doit bénéficier des meilleurs soins de santé. Donc, dans ce cadre-là, ce sont des maladies qu'il ne faut pas oublier. Donc, maladie très affichante, débilitante et fortement stigmatisante qui entraînent, qui maintiennent, bien sûr, le niveau de pauvreté des populations. Voilà. Donc, pour terminer, c'est juste pour dire que j'ai tenu à présenter ce type de maladie déjà pour montrer aux agents de santé, aux professionnels et aux autres qui sont là que nous avons des maladies qui existent chez nous et qui ne sont pas forcément présentes dans les livres de médecine que vous allez prendre. Par exemple, si vous voulez avoir ce type de pathologie-là dans les livres de médecine, il faut que vous retrouviez des maladies des livres de médecine tropicale et souvent ce sont les vieux livres. Voilà. Donc, il y a un fort dommage psychologique chez ces patients. Dommage psychologique très important. Et quelle que soit votre volonté et votre connaissance, quand vous voulez prendre en compte ces maladies-là, vous devez toujours de culture servir de levier thérapeutique. Donc, toujours une de maladie. Donc, il faut dépister, il faut diagnostiquer et il faut prendre en charge. Donc, sur ce, je pense que je m'arrête là. Je vous remercie à vos questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, docteur, pour toutes ces informations très pédagogiques, très éclairantes et très riches. Docteur, nous avons quelques questions dans la discussion. En première position, nous avons une question provenant de l'utilisateur ayant pour identifiant utilisateur de Zoom, qui vous remercie d'abord et il dit le traitement concernant le cas clinique, le deuxième cas clinique, s'il est bien suivi, est-ce que dans les 12 mois, on guérit effectivement? Je propose qu'on aille, je vous relais les questions et là, vous pouvez répondre si vous le permettez, au docteur. fur et à mesure. OK, d'accord. Oui. Alors, il voulait s'assurer si, avec le traitement,
si pendant le traitement des 12 mois, on guérit effectivement, OK. concernant le cas clinique. Oui. Euh, d'accord. Et bon, comme je le disais, le traitement peut aller à 12 mois, voire plus. Donc, ce sont des maladies pour lesquelles on n'a pas vraiment de recul. Voilà. Par exemple, je sais que dans certains pays, notamment au Soudan, ils ont un programme de lutte contre le mycétome parce que c'est fréquent là-bas. Donc là-bas, ils ont des laboratoires, ils maîtrisent un peu mieux. Mais chez nous, ici, j'avoue qu'on a des difficultés dans la prise en charge du mycétome. Parce que même au bout de 12 mois, c'est pas évident que le patient puisse guérir. Voilà. Vous pouvez stopper l'évolution, c'est-à-dire que le pied ne va pas enfler de plus en plus. Il n'y aura plus de production de grains, mais la morbidité sera effective. Donc, j'ai envie de dire que 12 mois, c'est pas évident d'avoir une guérison dans ce type de pathologie-là. Ah, merci. D'accord, docteur. Merci infiniment pour votre réponse. Alors, nous avons docteur Khadija qui dit, concernant le pied de Madura, quel est le pronostic? Le pronostic. Bon, il y a plusieurs types de pronostics. Au niveau du pronostic vital, le pied de Madura peut entraîner en fait une infection très importante. Et cette infection-là peut évoluer si ce n'est pas pris en charge par un sepsis qui peut entraîner la mort. Mais le pied de Madura en lui-même, le pronostic vital n'est pas vraiment engagé. Mais c'est dans son évolution qu'il peut entraîner, bien sûr, la mort. Le pronostic fonctionnel, c'est surtout au niveau du pronostic fonctionnel qu'il y a le souci. Parce qu'un patient qui a ce pied, il ne peut plus travailler parce qu'il ne peut plus porter de chaussures, il ne peut plus travailler. Donc, il devient un handicapé, si vous voulez. Donc, c'est au niveau du pronostic fonctionnel que c'est vraiment très mauvais et ça peut aller jusqu'à l'amputation. Voilà, merci. Ok, merci infiniment, docteur. Ensuite, nous avons Monsieur Touré qui vous remercie d'abord pour la présentation. Et sa question est la suivante. Est-ce que c'est une maladie à déclaration obligatoire? Je pense quand même qu'il parle du deuxième cas clinique. OK, à ce qui concerne le mycétome, je ne pense pas dans notre contexte que ce soit, bon, je peux me tromper, mais je crois que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire à notre niveau. Voilà, en ce qui concerne le mycétome en lui-même. Néanmoins, tout ce qui est maladie tropicale négligée, c'est toujours bien de faire des déclarations. Voilà, c'est ce que je vais dire par rapport à ça. Merci. D'accord, docteur. Ensuite, quelles quelles sont les autres formes de mycétome, puisque celui localisé au pied est généralement dû à une épine sur laquelle le patient a mâché? D'accord. Donc, les atteintes d'autres organes, si vous voulez, ou d'autres membres. En fait, il Oui, faut savoir que on peut se faire piquer par une épine quand vous grimpez dans un arbre. Par exemple, là où il y a des épineux, vous pouvez vous faire piquer au niveau du bras, vous pouvez vous faire piquer au niveau du dos. Voilà, c'est possible. Donc, ce qui est sûr, généralement, le chancre, là, c'est par là-bas le mycétome se manifeste. Donc, souvent, c'est un peu complexe d'avoir le mécanisme par lequel c'est survenu, mais ce qui est sûr, dès que une épine qui est contaminée vous pique, c'est quand vous attrapez une branche, c'est quand vous traversez je sais quoi, un champ, ou bien c'est quand vous tombez, voilà, que ça peut arriver. C'est ça qui peut expliquer les autres formes. Voilà, merci. merci infiniment, docteur. Alors, nous avons Monsieur Sakandé qui vous remercie également pour la présentation et dit, tenir compte de la culture pour soigner ces maladies. Pouvez-vous mieux expliquer, s'il vous plaît? D'accord. C'est un volet très important. J'ai tenu à préciser ça ici parce que, vous voyez, le problème de nous, agents de santé, on réfléchit trop médical. Donc, quand le patient vient vous voir, il explique, vous prenez l'histoire de la maladie et automatiquement, vous savez ce que c'est, vous prescrivez le traitement, vous le remettez. Donc, c'est juste pour vous dire que dans ce genre de maladie-là, il ne faut pas traiter les malades de cette manière.
Donc, je dis souvent, il faut traiter, il faut prendre l'histoire du malade. Il ne faut pas se limiter à l'histoire de la maladie. Il faut prendre l'histoire aussi du malade. Donc, il faut passer du temps à faire comprendre au patient, suivant les croyances de ce patient, que ce qu'il a une origine. Vous pouvez lui expliquer par des chemins. Et souvent, ça prend du temps. Ce sont des consultations qui peuvent se faire sur plusieurs jours. Quand le patient vient faire ses pansements chez vous, souvent, il peut faire ses pansements chez lui à la maison, mais vous lui dites de venir faire les pansements chez vous. Et à chaque fois qu'il vient faire son pansement, par exemple, ou sa prise en charge locale, vous lui expliquez. Vous lui expliquez. Voilà. Donc, vous tenez compte de la culture. La culture, dans votre zone, dit que quand tu as ce problème-là, c'est que tu as peut-être fait le tour d'un arbre que tu ne devais pas faire. Donc, vous n'allez pas dire que c'est faux, mais vous tenez compte de ça en faisant comprendre au malade que, bon, il faut qu'il vous donne une chance aussi pour que vous puissiez essayer ce que vous connaissez pour le guérir. Et ça fait partie également de la prise en charge. Voilà, c'est un peu ce que je vais dire en disant d'utiliser la culture, quoi. Parce que euh, au milieu rural, les gens ont toujours recours au traitement traditionnel. Dans le milieu urbain, les gens sont un peu occidentalisés, donc ils font beaucoup de traitements modernes, si vous voulez. Donc, quand vous avez un problème, une prise en charge dans le milieu moderne, l'éducation thérapeutique n'est pas très compliquée. Mais au niveau rural, l'éducation thérapeutique est vraiment très compliquée. Donc, il faut toujours tenir compte de ça. Voilà, merci. Merci infiniment, docteur. Alors, la dernière question dans la discussion, est-ce qu'il y a des guides thérapeutiques rédigés par les spécialistes qui pourraient être mis à la disposition des praticiens en périphérie pour les orienter dans la démarche en diagnostic? Euh, En ce qui concerne les guides thérapeutiques, à ma connaissance, il n'y a pas un guide thérapeutique euh, pour ce type de maladie-là. Par contre, vous avez des gros ouvrages euh, de maladies tropicales, des anciens ouvrages. Là, il y a un ouvrage, bon, c'est un ouvrage de Lavoisier, je crois. C'est un gros document. Euh, Là-bas, vous allez avoir beaucoup de maladies parce que c'est pas évident. Même si vous tapez sur Google, par exemple, je prends l'exemple des tropématoses non vénériennes. Si vous allez même sur Google, vous tapez BG le quoi, vous risquez de ne pas avoir grand-chose. Donc, ce sont des maladies qui demandent de la recherche parce que, comme on l'a dit, c'est négligé. Personne ne s'y intéresse. Donc, les chercheurs ne s'y intéressent pas. Ceux qui font l'industrie pharmaceutique ne s'y intéressent pas. Et ce qui fait que ça crée un vide. Donc, pour le moment, puisque personne ne finance entre griffes, personne ne va s'asseoir pour mettre en place, disons, un guide. Et vu que les populations aussi qui vont bénéficier de ce type de guide-là, ce sont des populations qui financièrement ne peuvent pas, comment dire ça, ne peuvent pas donner de l'argent. Donc, celui qui le fait, c'est vraiment pour une bonne volonté. Voilà. Sinon, il n'y a pas un guide connu. Voilà, merci. Merci, docteur. Nous avons une question assez importante dans la discussion qui nous vient du docteur Traoré. Est-ce qu'une ulcère de Burili laisse une cicatrice kéloïde ou une atrophie du muscle? Alors, pour l'ulcère de Buruli, quand vous avez l'ulcère de Buruli, vous avez l'ulcère, c'est l'ulcération. Donc, vous avez une plaie qui va creuser au fur et à mesure. Donc, la plaie va attaquer la peau. Ensuite, ça va descendre la peau, ça va attaquer, si vous voulez, le muscle. Donc, si vous mettez en place le traitement au moment où l'ulcère s'est limité, si vous voulez, à la peau, vous avez une guérison, une cicatrisation après, qui va être plus ou moins normale. Mais si l'ulcère a évolué et allé entamer le muscle, et si vous faites le traitement à ce moment-là, bien sûr, il n'y aura pas de reconstitution au niveau musculaire, vous allez avoir une plaie, une cicatrice atrophique. Donc, ça dépend du niveau d'évolution de l'ulcère de Buruli lors de sa prise en charge. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut savoir que, en dehors même du traitement spécifique de l'ulcère de Buruli, il faut soigner la plaie correctement. Ça veut dire que si vous faites une bonne prise en charge, la plaie va cicatriser sans problème. Si vous faites une mauvaise prise en charge de la plaie, que la plaie passe son temps à se surinfecter, vous aurez encore une mauvaise cicatrisation. Et la mauvaise cicatrisation, retard de cicatrisation, cicatrice kéloïde, cicatrice hypertrophique.
En dehors de ça, il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle la maladie kéloïdienne. C'est-à-dire, eux, quelle que soit la manière de prendre en charge leur plaie, ça finit toujours par kéloïder. Donc, ce type de patient, même si vous prenez en charge correctement la plaie de l'ulcère de Buruli, il va quand même faire une kéloïde. Voilà. Donc, ça dépend du suivi, si vous voulez, et de la personne sur qui vous avez l'ulcère de Buruli. Voilà. Merci. Merci infiniment, docteur. Nous n'avons plus de questions en attente ni de main levée. Euh, alors, permettez-moi, avant de conclure, de vous rappeler que REMA propose plusieurs formations certifiantes. Parmi celles-ci, nous avons un programme complet en santé communautaire, en santé publique, en épidémiologie. Bien sûr, nous avons d'autres formations que sont en santé numérique, sexologie, expertise, genre et autres, mais je voudrais beaucoup plus m'attarder sur la santé communautaire, la santé publique et l'épidémiologie. Aujourd'hui, vous le savez, le manque de formation spécifique dans ces domaines ne constitue pas seulement un frein à l'évolution de carrière, mais aussi un véritable obstacle à une prise en charge optimale des patients. Alors, avec FREMA, vous bénéficiez d'une formation 100% en ligne, accessible à tout moment, d'un apprentissage flexible à votre rythme où que vous soyez et d'une certification reconnue à l'international. En intégrant ce programme, vous ne faites pas qu'acquérir des connaissances, cela vous permet de renforcer concrètement la qualité et l'impact de vos interventions auprès de communautés. Et les inscriptions pour la prochaine session sont déjà ouvertes. Je vous invite à postuler dès maintenant via le lien qui sera partagé tout de suite dans la discussion. Merci. Alors, docteur, nous avons quelques mains levées que nous allons prendre rapidement. Docteur Traoré, vous avez la parole. Ok, merci. Je reviens sur ma question, puisque j'ai eu un patient que venu de la Côte d'Ivoire, où je pense que ça doit être une ulcère de Buruli, ce qui on l'a pris en charge. Il est guéri, mais ça crée une impotence fonctionnelle du membre où il y avait la lésion. Donc, le muscle est atrophié, mais il marche aujourd'hui avec une béquille et le pied même a gardé une déformation. La jambe, le pied, il y a une déformation. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Voilà, c'est pas une chose. D'accord. Merci, j'ai fini. D'accord, docteur. Docteur Ismaël, je ne sais pas si vous avez un mot à placer par rapport. Bon, en tout cas, déjà, félicitations pour avoir pris correctement en charge l'ulcère de Buruli. Déjà, faire le diagnostic, c'est déjà un gros pas, hein, parce que c'est pas évident. Et ce que je veux dire, n'oubliez pas que ce type de pathologies font appel à plusieurs spécialistes. Par exemple, il y a la rééducation. Donc, c'est vrai qu'au niveau anatomique, il y a souvent des choses qu'on ne peut pas récupérer, mais n'oubliez pas de faire la rééducation à ce patient. Il peut voir un kiné, un rééducateur physique, qui va peut-être lui apprendre à réutiliser son membre. Ça peut beaucoup l'aider. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, merci. Merci infiniment, docteur. Alors, monsieur ou madame Fanami, vous avez la parole. Euh, monsieur ou madame Fanami. Le micro est fermé. Oui, son micro est fermé. D'accord. Ah, Je pense qu'elle a un petit problème concernant son micro. Bon, en attendant, concernant
l'accès à l'enregistrement, il vous suffira de taper sur Google REMA Learning, Learning comme apprentissage en anglais. Alors, vous aurez accès à la plateforme. Si votre compte n'est pas encore, vous n'avez pas un compte sur REMA, vous pouvez suivre la procédure. La procédure est créer votre compte. Alors, dans la barre de recherche, vous irez sur l'onglet cas clinique. Il y a 3 onglets, formation, webinaire, cas clinique. Donc, vous irez au niveau des cas cliniques et vous allez rechercher dans la barre de recherche maladie tropicale négligée à manifestation cutanée. Alors, vous aurez l'enregistrement et également le support du cours du cas clinique. Merci. Alors, monsieur ou madame Fanami, je ne sais pas de votre côté, ou vous pouvez toutefois directement poser votre préoccupation dans la discussion. Alors, docteur Ismaël, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à nous dire avant de conclure cette partie. Oh, bon, juste que ce sont vraiment des remerciements à tous ceux qui ont participé, bien sûr, à ce cas clinique. J'espère qu'ils ont pu tirer des enseignements par rapport à ça. Et je vais peut-être demander aux uns et aux autres, surtout ceux qui travaillent en milieu tropical, de s'intéresser beaucoup aux maladies des populations. Voilà, de sortir un peu de ce carcan de médecine de ville et puis souvent s'intéresser à certaines maladies. On accuse peut-être les sorciers, mais souvent ce sont des maladies qui sont connues. Voilà, donc, et la documentation aussi existe. Il faut fouiller les maladies tropicales et à ce moment-là, vous pourrez faire vraiment soigner beaucoup de malades et entraîner un meilleur état de santé, si vous voulez, et de bien-être de vos populations. Je vous remercie encore et merci encore à l'équipe Prima. À la prochaine. Merci infiniment, docteur. Et nous arrivons au thème de cet échange et je tiens encore à vous remercier chaleureusement, vous réitérer mes remerciements pour ce cas clinique particulièrement instructif, ainsi qu'à l'ensemble des participants pour la richesse et la qualité des échanges. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire médical qui aura lieu le samedi 11 avril à 9h GMT et portera sur la prise en charge du retard de croissance in utero. Alors, merci infiniment pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel échange scientifique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci.